Salut, je suis ravi de te retrouver, d'autant plus qu'on va faire un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Je t'ai préparé un petit mind map et j'aime bien travailler avec des mind maps. Aujourd'hui, on va parler des barrières, on va parler des 7 barrières que je rencontre le plus souvent chez vous, qui êtes manager ou chef d'entreprise, que je rencontre aussi le plus souvent chez moi, d'ailleurs, ou que j'ai rencontré le plus souvent chez moi. Mon job, je suis pas sûr d'être un très bon coach. Par contre, je pense que j'ai vraiment des facilités à modéliser les choses pour résoudre les problèmes et à les transmettre aux autres. C'est pour ça que, tu le sais, j'ai créé Outils du Manager. Je me suis rendu compte que on avait un peu tous les mêmes problèmes, les managers et les chefs d'entreprise. Et au fur et à mesure que je les résolvais et que je construisais mon modèle mental, il m'a paru intéressant de le partager. Et donc ça fait partie, je dirais, du modèle mental que je me suis créé et que je propose. Les 7 barrières dont je vais parler, ce sont des barrières en fait que je rencontre que j'ai rencontré chez moi, que je rencontre encore d'ailleurs, que je rencontre chez mes collaborateurs, chez les managers que j'aide et chez les chefs d'entreprise que je suis et avec qui je discute. J'en ai identifié 7. Ces barrières, en fait, en général, c'est des barrières vraiment le plus souvent mentales, c'est-à-dire que elles proviennent d'une manière de voir les choses et d'identifier les problèmes, plus que d'un réel blocage qui serait pas possible de résoudre. Et donc ces barrières mentales, pour les débloquer, la première chose à faire, c'est vraiment d'avoir une prise de conscience. Et donc j'ai listé 32 prises de conscience que je te propose aujourd'hui, ou peut-être sur plusieurs jours si l'enregistrement est trop long. Et en fait, à chaque fois, je vais te donner une clé ou plusieurs clés qui correspondent à la barrière que tu ressens peut-être. Et mon but à travers ça va être de créer chez toi un déclic, de te dire « Ah oui, c'est comme ça, c'est exactement tel qu'il le décrit, et le vrai problème, c'est celui-là. » Donc, ces 32 clés, elles visent à identifier un problème que tu as pas forcément complètement identifié, ou en tout cas que tu n'as pas conscientisé, c'est-à-dire dont tu n'as pas forcément que tu n'as pas forcément à l'esprit. Et pour moi, c'est le premier pas pour faire tomber une barrière. Le pas suivant, c'est d'avoir un outil pour réussir à mettre en action cette nouvelle manière de voir les choses. Et donc, à chaque fois, je vais te parler d'une formation que j'ai créée et qui correspond à une prise de conscience que j'ai eue à un moment ou à un autre. Donc, pour ceux qui ont déjà les formations, ça va les aider à aller dans la formation et à retourner voir les outils et à se dire est-ce que je les utilise vraiment bien. Puis pour ceux qui n'ont pas les formations, peut-être ça va leur donner envie de rejoindre les élèves d'outils du manager. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que au moment où on diffusera ce podcast, cet épisode de podcast, il y aura une grosse promo. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à tous les outils du catalogue, et donc ceux que je cite dans ce podcast, à un prix qui est habituellement impossible à avoir. C'est-à-dire que vous aurez accès à chacune des formations avec un code promo que vous pourrez avoir en cliquant sur le lien qui est en descriptif du podcast ou de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et en cliquant sur le lien, vous allez aussi recevoir, on va essayer de le faire, un document qui reprend ce que je dis dans la vidéo, sous forme de mind map ou de PDF, je sais pas. Et vous aurez aussi accès à une séquence de mails qui, jour par jour, va reprendre chacune des barrières et parler de chacune des clés et de chacun des outils. Voilà. Assez causé. Je vais me mettre dans un petit coin de l'écran pour pas gêner la lecture et je te laisse découvrir les 7 barrières que j'ai identifiées. La première, c'est le manque de temps. C'est ce qu'on me dit en premier en général quand je dis tiens, c'est marrant, c'est quoi ton plus gros problème? C'est le manque de temps. Ensuite, le deuxième, c'est l'impossibilité de déléguer. J'arrive pas à déléguer, j'ai déjà essayé de déléguer, ça n'a pas marché. Ensuite, la troisième barrière, c'est ils sont nuls.
C'est-à-dire, je suis mal entouré, j'ai pas les bons collaborateurs, ou bien mon management est mauvais, c'est-à-dire mon chef est mauvais. La troisième barrière, c'est je ne sais pas communiquer. Moi, je suis pas doué en communication, et donc je me rends bien compte que il y a une forme d'injustice. Il y a des gens qui communiquent mieux que moi, mais qui ont tort ou qui sont mauvais, et pourtant ils réussissent mieux que moi. La cinquième barrière, c'est tout est flou. Je suis un peu perdu, mes collaborateurs sont perdus. Bref, on n'a pas de cap et on n'arrive pas à avoir un cap. La sixième barrière, c'est j'ai plein de problèmes, je m'en sors pas. Donc, ça peut être une déclinaison de je manque de temps, mais pas seulement. C'est aussi une manière de voir les problèmes. Et puis la septième barrière, c'est certainement ma préférée, c'est celle souvent du chef d'entreprise qui a construit sa propre prison. C'est-à-dire qu'il est devenu chef d'entreprise pour être libre et puis finalement il se retrouve beaucoup moins libre que quand il n'y avait pas d'entreprise. Donc, je vais prendre chacune de ces barrières et puis à chaque fois, je vais te donner les clés que j'ai identifiées pour chacune de ces barrières. On commence tout de suite avec la première barrière qui est « je manque de temps ». Alors, je manque de temps, il va y avoir trois clés importantes. En tout cas, moi, c'est trois clés qui m'ont complètement fait revoir mon rapport au temps et du coup à mon organisation. La première clé, c'est inverser le paradigme du temps et du travail. La deuxième, c'est maîtriser Chronos. La troisième, c'est ambitieux et souple. Et la quatrième, c'est prendre en main ton rythme. Alors, la première, inverser le paradigme du temps et du travail. Tu la connais peut-être si tu me suis depuis longtemps. Par contre, si tu es nouveau, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que c'est quelque chose, quand je vais te le montrer, et je vais te le montrer dans quelques secondes, tu vas dire, bah oui, évidemment. Sauf que si tu t'analyses bien et tu te regardes de loin et que tu regardes comment tu agis tous les jours, tu vas te rendre compte que malgré cette prise de conscience qu'on va faire tout de suite, tu vas avoir du mal à ne pas continuer à agir comme tu agis. Et ça, c'est toute la différence entre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire inverser un paradigme dans sa tête et le mettre en application dans sa vie de tous les jours. Je pense que construire un système mental, c'est pas super compliqué. C'est-à-dire que tu peux prendre le mien, le copier, et puis après prendre le système mental d'une autre personne. Tu peux les combiner, etc. Et je t'encourage à le faire. Je pense que ça aide vraiment quand on a un système mental très clair à avancer dans la vie. Le problème, c'est le passage à l'action. On a beau comprendre, on a beau se dire c'est comme ça qu'il faut faire. Bizarrement, dans la vie de tous les jours, bah c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc on ressent une très grande frustration. Alors, le paradigme qui est à inverser, c'est un paradigme qui est que aujourd'hui, tous les jours, ce que tu essayes de faire, c'est de prendre le travail qu'il y a à faire et de le faire rentrer dans ton temps disponible. Et le problème, c'est-à-dire, pour être clair, tu as une liste de tâches, tu as une journée de travail qui commence, tu vas essayer de faire toutes les tâches dans la journée, tu vas essayer de faire tout ce qu'on te demande, et d'ailleurs les gens autour de toi s'attendent à ce que tu fasses ce qu'on te demande, etc., etc. Donc en clair, tu es en train d'essayer de faire rentrer la quantité de travail dans le récipient temps. On va le voir comme ça. Et le problème, c'est que, première chose, le temps, c'est une donnée finie. C'est-à-dire que ton récipient temps, il a une certaine capacité, et cette capacité est limitée. Hein, on a tous 8 heures par jour, en tout cas on a tous 12 heures dans nos journées, et on a tous une quantité finie de travail, de temps, pardon. C'est-à-dire que, pour moi, le temps, c'est la richesse la mieux répartie dans le monde. On a tous le même temps par jour, et pourtant, c'est celle qui est la moins bien comprise. Et en fait, quand quelqu'un me dit, en fait, j'ai pas le temps, je manque de temps, il me dit quelque chose qui est pas possible, puisque en réalité, on a tous la même quantité de temps. Et c'est pour ça qu'il va falloir changer notre façon de voir. Donc le premier travail à faire, c'est de se dire, bah en fait, le temps est pas infini. Et je sais que quand je te le dis, tu dis, bah évidemment, je le sais que le temps est pas infini. Je sais que ma journée, elle commence à 8 heures quand j'arrive au travail, et elle finit, je sais pas à quelle heure tu finis, mais à 17 heures, à 18 heures ou à 19 heures. Ça, quand je te le dis, tu dis, bah oui, évidemment, j'ai même un agenda, etc. Et pourtant, on va voir que on agit tout à fait comme si le temps était infini et qu'on en avait autant qu'on veut. La deuxième chose qu'il faut comprendre, et là c'est peut-être quelque chose qui est moins évident, c'est que le travail est une quantité infinie. Quand je dis ça, je dis simplement que dans une entreprise,
du travail, t'en trouveras toujours, et il y aura toujours des gens pour t'en donner si tu en manques. Et la preuve que je peux te donner, je vais pas détailler ça parce qu'on pourrait partir sur des heures de podcast sur le sujet, c'est que je connais personne qui est arrivé chez lui le soir et qui a dit à son compagnon, à sa compagne, chérie, je suis hyper content, j'ai fait tout le travail qui existe dans l'entreprise. Ok? Donc, la première chose à comprendre pour la suite, c'est que le temps est une donnée finie et que le travail est une donnée infinie. Et donc, au lieu de faire rentrer du travail dans du temps, ce qui revient à faire rentrer une quantité infinie dans une quantité finie, on va faire l'inverse. On va faire rentrer du temps dans du travail. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience que notre temps, c'est une denrée rare et finie, et que ce temps, on va l'affecter dans l'infinité du travail qu'on peut faire, en choisissant toujours les meilleurs leviers. C'est comme si tu étais dans un casino, tu as des jetons, mais t'en as juste une quantité finie, et tu as un terrain de jeu, c'est le travail, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est possible de faire, et tu vas jouer tes jetons avec parcimonie, tu vas les poser sur ton plateau de jeu, mais tu feras très attention en les posant, parce que le travail est une donnée finie et précieuse. Et je vais même te donner un secret. Tu vas pas placer tous tes jetons. Tu vas toujours garder des jetons. Et ça, c'est la différence entre Chronos et Kairos. Mais on va en parler dans les clés suivantes. Donc voilà pour la clé numéro 1. Le truc à faire quand tu manques de temps, c'est d'inverser ce paradigme. Déjà de comprendre que tu peux inverser ce paradigme. La clé numéro 2, je l'ai dit, c'est maîtriser Chronos. C'est quoi Chronos ? Chronos, c'est le dieu du temps mathématique. En fait, il y a deux dieux du temps. Il y a Chronos, c'est la donnée mathématique du temps, c'est-à-dire il y a 60 minutes dans une heure, il y a X heures, il y a 8 heures de travail, etc. Et donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de devenir très bon en organisation. Ça s'appelle maîtriser Chronos. Mais on va voir que ça suffit pas. Mais pour l'instant, clé numéro 2, maîtriser Chronos. L'outil que je te conseille pour maîtriser Chronos, c'est ma formation système d'organisation réaliste. Pourquoi j'ai eu besoin de créer un système ? Parce que je trouvais pas mon compte dans tous les systèmes existants sur le marché, Getting Things Done, etc., etc. Donc la première chose que je veux dire, c'est que tu as besoin d'un système d'organisation de ton temps. Si t'en as pas, ça marchera pas. Tu auras beau réaliser que il faut inverser le paradigme, etc. Si t'as pas un outil qui correspond à cette donnée, tu n'y arriveras pas parce que tu te feras prendre par le chaos de ta journée. Donc, moi, j'ai créé un système. Alors, c'est quoi son originalité ? La première originalité, c'est qu'il est simple, c'est-à-dire que il est facile à comprendre et qu'il est progressif. C'est-à-dire qu'on commence par ton quotidien et puis on va vers le plus stratégique. Il y a je sais plus combien, 5 ou 6 phases. Mais la première chose, c'est que je te fais sortir la tête de l'eau. Et pour te faire sortir la tête de l'eau, je t'explique comment gérer tes mails. Et puis après, à chaque étape, je te permets d'être de plus en plus, stratège dans ton temps. La deuxième caractéristique de cette formation, c'est que c'est un système qui est flexible. Pourquoi je n'aime pas les systèmes traditionnels ? C'est parce que c'est des systèmes qui sont presque trop compliqués, trop contraignants. Et en fait, moi, à chaque fois que je les ai utilisés, d'abord, je me suis senti complètement contraint. Et en fait, moi, je voulais pas. En fait, je me suis retrouvé à passer du chaos total à une contrainte totale dans laquelle je me sentais prisonnier. Et puis surtout, c'est des systèmes, dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, ces systèmes explosent. Et en fait, tout le travail que tu as fait pour les mettre en place, il est réduit à néant. Et donc, t'es obligé de tout reconstruire. Et puis, l'autre chose aussi, d'ailleurs, c'est que c'est des systèmes qui te rendent de plus en plus rigide. Moi, je vois bien, la plupart des gens qui ont un système super compliqué d'organisation, finalement, c'est des gens, ils ont plus de temps disponible. Et c'est le sujet dont on va parler dans la clé numéro 3. On va parler de Kairos, d'ailleurs. J'aurais dû mettre Kairos ici. Kairos, voilà. Donc, il y a un dieu, je te le disais, qui est Chronos. Chronos, tu dois le maîtriser. Tu dois le maîtriser, ce dieu.
Et donc, la formation qui marche bien pour ça, c'est ma formation SOR. Mais si tu deviens trop amoureux du dieu Chronos, tu vas remplir ton agenda. Parce que tu vas te rendre compte qu'effectivement, quand on a un système d'organisation efficace, on devient ultra productif. Et on se dit, en fait, le levier, la clé, c'est d'être tout le temps productif, tout le temps ultra productif. Et donc, tu vas gaver tes journées de travail et tu vas perdre ta souplesse. Et c'est là qu'intervient le dieu Kairos. Le dieu Kairos, c'est un autre dieu, il est complètement différent, c'est le dieu de l'opportunité. Ça veut dire que les gens qui sont bons en Kairos, c'est des gens on dit souvent, c'est des gens qui ont de la chance. Et en fait, c'est pas qu'ils ont de la chance, c'est qu'ils sont ouverts aux opportunités qui vont leur permettre d'aller plus vite vers leurs objectifs. Si tu es bon en Kairos, tu vas réussir à bien travailler comme un bourrin. Mais le problème, c'est que tu vas avoir tout le temps la tête dans le guidon et tu vas pas voir passer l'opportunité qui te permettrait d'accélérer pour atteindre ton objectif plus vite. Et moi, dans ma carrière, les accélérations les plus fulgurantes, elles ont jamais été grâce à de la productivité, elles ont toujours été grâce à de la disponibilité. Et donc, la clé numéro 3, c'est d'être ambitieux et souple, c'est-à-dire de savoir se fixer des objectifs élevé, c'est vachement important, mais de ne pas s'enfermer dans un système qui va être contraignant et qui va te faire travailler comme une brute. Ça, je l'ai fait, et en fait, ça me mène au burn-out. Et donc, c'est une autre formation que j'ai faite qui s'appelle SPR, Système de Progression Réaliste, et dans cette formation, je vais t'apprendre, si tu maîtrises déjà Chronos, à organiser ton temps pour être plus disponible et pour ne jamais dépasser ce que j'appelle ta capacité de saturation. Et on va calculer ton seuil de saturation. Moi, le mien, tu vois, par exemple, c'est autour de 50%. C'est-à-dire que dès que je programme plus de 50% de mes journées, je me sens mal et je vois bien, je rate des trucs dans ma vie. Je peux monter à 70% sur certaines périodes, mais pas trop longtemps. Donc, clé numéro 3, à propos du manque de temps, c'est maîtriser Kairos, c'est-à-dire de rester ambitieux et souple. 4e clé, prendre en main ton rythme. Ça, c'est vachement important. D'ailleurs, j'en parle dans SOR, donc Système d'organisation réaliste, et l'image que je prends, c'est quoi en gros, c'est quoi la différence entre un mail et une tâche? Et je dis à beaucoup de gens qui utilisent leur messagerie comme une liste de tâches. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne créent pas de tâches. En fait, tout ce qu'ils doivent faire, c'est dans leurs emails. Et là, je dis, il y a un danger, c'est que les mails, c'est les autres, c'est le chaos. Les mails, c'est tout ce qui arrive dans ta boîte. Et en fait, les mails, c'est une image pour dire toutes les sollicitations externes. Et si tu te laisses envahir par les sollicitations externes, eh bien, tu ne maîtrises plus ton temps. Et c'est pour ça que je dis, non, vous pouvez pas gérer ce qu'on vous demande par vos mails, vous devez les gérer par vos tâches. Et c'est, je crois, la 2e étape ou la 3e étape de SOR. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment important que tu restes maître de ton temps. C'est-à-dire que, bien sûr que tu vas devoir faire des choses qu'on te demande, bien sûr que tu vas te fixer une discipline personnelle et des obligations, mais il faut que ça t'appartienne. Et donc, prendre en main son rythme, ça veut dire garder le contrôle sur ton temps et faire en sorte que ce qu'on te demande, c'est surtout de réaliser des choses plutôt que de passer du temps. C'est pas la même chose. Si tu réussis à rester maître de ton temps et à pas vendre ton temps, entre guillemets, tu seras plus heureux que si tu es obligé, pour t'approcher de tes objectifs, de dépenser plus de temps. On va le dire comme ça. Je cite une formation qui est majeure dans notre catalogue, surtout pour les personnes qui prennent un poste de management ou qui prennent un nouveau poste. On te donne dans cette formation les clés pour ne pas te laisser ensevelir, parce qu'en général, quand on commence un nouveau poste, on a plein d'informations qui nous arrivent, et donc c'est très très dur de rester focalisé. Et en plus, le risque, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est-à-dire à ton boss qui veut que tu
prennes des décisions très rapides, tu fasses changer les choses très vite, et ton équipe qui veut, elle, peut-être autre chose. Et donc, dans cette formation Start, on te donne un processus complet pour bien réussir ta prise de poste. Voilà. J'ai terminé pour la première barrière. Je manque de temps et on va attaquer une autre barrière qui est extrêmement, je dirais, cruciale. J'arrive pas à déléguer, c'est impossible de déléguer. Et là, je vais te donner 5 clés. La première, c'est la délégation est le levier ultime et je vais te le prouver. C'est la clé numéro 5. La clé numéro 6, c'est il faut que tu aies un système de management orienté délégation. Je vais expliquer ce que ça veut dire. La clé numéro 7, c'est ne pas déléguer sans confiance préalable. La clé numéro 8, c'est envisager de déléguer le management. La clé numéro 9, c'est atteindre la taille minimale critique. Première chose, quand on me dit, bah non, mais en fait, moi, la délégation, j'ai déjà essayé, puis ça marche pas, donc voilà, je vais pas déléguer. C'est inacceptable. Je comprends parfaitement que les gens disent ça, c'est-à-dire je comprends parfaitement les gens qui ont essayé de déléguer à un collaborateur, ils ont passé du temps pour lui expliquer, ils se sont fait violence pour lui laisser des responsabilités, puis ça a planté. Il y a des clients qui ont été mécontents, que ce soit des clients internes ou externes à l'entreprise, et finalement, le manager ou le chef d'entreprise, ou X ou Y, il a dû reprendre ce qu'il avait délégué en catastrophe, il a passé plein de temps à corriger les erreurs, et finalement, il s'est dit, la délégation, c'est pas pour moi, et du coup, il a fait un gros trou dans la confiance qu'il avait avec son collaborateur, parce que du coup, son collaborateur, il a pu être vexé et très attristé par le fait que on lui reprenne quelque chose qu'on lui avait confié, donc ça a été extrêmement destructeur, et je comprends parfaitement que j'ai beaucoup de gens qui me disent « mais non, la délégation, c'est impossible ». C'est aussi ce qui fait que plein de entrepreneurs, au lieu de développer leur entreprise, préfèrent rester travailler avec une toute petite équipe, voire pas d'équipe, pas du tout, et c'est un vrai drame. Je t'explique pourquoi. C'est que beaucoup plus que ce que j'ai dit sur le temps, le levier ultime, c'est la délégation. C'est-à-dire, tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai dit, tu as des jetons de temps, tu as un terrain de jeu, et donc il faut faire attention où tu places tes jetons de temps. Le meilleur temps que tu puisses investir dans ton plateau de jeu, c'est quand tu délègues quelque chose à un collaborateur. C'est la délégation, c'est le levier ultime pour se développer, pour produire plus, pour produire mieux, pour faire de la qualité, pour être serein, etc., etc. La délégation, c'est le Graal du manager. Pourquoi ? Simplement, je te le prouve mathématiquement, mais en fait, c'est pas qu'une notion mathématique. Tu vois, déléguer ou le management en général, ça doit te prendre 10% de ta semaine maximum. C'est ce que je préconise. Mon système de management, il prend 10% de ton temps maximum, donc 4 heures par semaine. On a arrondi, on travaille peut-être moins que 40 heures, je sais pas toi, mais voilà. 10% de ton temps de cerveau et de relation, il va être utilisé pour le management. Et si tu as donc si tu utilises ce temps pour déléguer, cela va te donner 40 heures supplémentaires par personne. C'est-à-dire que si tu es tout seul, tu peux produire 40 heures. Si tu as un collaborateur, tu peux produire tes 40 heures plus ces 40 heures. Si tu en as deux, eh bien, tu as toujours tes 40 heures et en plus tu as 80 heures, et ainsi de suite. 10% de temps, ça permet de manager 5 à 8 personnes. Idéalement 5, on pourra expliquer ça plus tard, mais jusqu'à 8. 5 à 8 personnes, ça te donne entre 200 et 320 heures de plus. C'est-à-dire que c'est un facteur 50 à 80. T'investis 4 heures, t'en récupères 200 ou 320. Je ne connais pas de meilleur levier en termes d'heures de productivité, d'heures de travail récupérées. Ce que je dis pas, parce que ce truc-là, c'est hyper mathématique, mais voilà, juste si tu avais besoin d'une preuve absolument objective, ce que je dis pas, c'est qu'en plus, ça va te donner des compétences supplémentaires que toi, tu n'as pas, une attention supplémentaire sur des sujets où toi, t'as pas envie de mettre de l'attention, etc., etc. Ça va te rendre plus serein, parce que
Ça veut dire qu'il y a du travail qui va se faire quand toi tu travailles pas. Ça va te rendre plus serein parce que ça veut dire que si tu es malade ou si un membre de l'équipe est malade, eh bien le travail sera fait quand même, etc., etc. Donc vraiment le premier truc à comprendre, s'il y a une seule clé que tu dois comprendre à propos du management de la délégation, c'est la clé numéro 5, la délégation est le levier ultime. Une fois qu'on a dit ça, on est toujours embêté parce que on est convaincu, bah oui, mentalement tu m'as convaincu, mais moi ça marche pas. Donc la deuxième chose à comprendre, c'est que la délégation, ça s'improvise pas et qu'il faut une méthode de délégation. La méthode de délégation, c'est d'avoir un système de management qui va te pousser vers la délégation. Qu'est-ce que je veux dire ? LME, c'est notre formation majeure sur le management, ça s'appelle le manager essentiel, et en réalité, on va passer par 4 étapes. Une première étape qui est la confiance, une deuxième étape qui est savoir faire des feedbacks à nos collaborateurs, une troisième étape qui est l'augmentation de l'autonomie, et une quatrième étape qui est la délégation. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir déléguer, il faut que tu passes par les autres étapes, d'une part, et d'autre part, il faut que tu aies une méthode. C'est-à-dire que la délégation, c'est pas juste dire à quelqu'un « Tiens, bah en fait, ça, je veux plus le faire, maintenant c'est toi qui le fais, salut ». C'est sûr que ça marche pas. C'est pour ça que dans la formation LME, la délégation, il y a un entretien en 7 étapes avec la personne pour être sûr de déléguer à la bonne personne et pour être sûr qu'elle va te dire oui et que ensuite vous allez faire les choses correctement. Et suite à ce premier entretien, il y a un enchaînement de choses à faire sur plusieurs semaines, quand c'est une délégation importante, qui vont faire que tu vas éviter justement que ton collaborateur se plante et qui va faire qu'il va augmenter son niveau progressivement au fur et à mesure que toi tu lui lâches des choses. Bref, le truc à comprendre, c'est qu'il faut une méthode et que tu peux pas avoir une méthode de délégation qui fonctionne toute seule. Tu as besoin de mettre en place tout le système de management. Et c'est à ça que sert la formation LME. Et je précise, la formation LME, elle te permet de manager en utilisant seulement 10% de ton temps. C'est-à-dire que, je reprends la clé numéro 2, si avec Chronos, tu as déjà réussi à gagner 10% de ton temps, ça veut dire que tu vas pouvoir tout de suite les réinvestir dans ce qui marche le mieux, voilà, c'est-à-dire mettre en place ton système de management et du coup pouvoir faire de la délégation. L'erreur la plus fréquente que je vois en délégation, c'est justement de déléguer sans avoir établi une confiance préalable. Ça, c'est sûr, ça va pas marcher. Établir une confiance préalable, ça veut dire avoir mis en place un système avec tes collaborateurs qui permet que cette confiance s'établisse. Et quand je dis ça, c'est pas juste du pipeau, c'est pas juste on est dans le monde de Candy, moi j'aime mes collaborateurs, ils m'aiment. Non, construire la confiance au niveau professionnel, ça demande une méthode. Donc c'est pour ça que je te parle d'un système de management orienté délégation. Donc clé numéro 7, ne pas déléguer sans confiance préalable. Je le dis quand même. On a une formation qui s'appelle DEX, ça s'appelle Délégation Express, qui permet de déléguer plus rapidement. Ça, c'est la formation à prendre si tu as déjà dans ton équipe vraiment une personne avec qui il y a une vraie confiance professionnelle qui s'est établie. Tu vas pouvoir aller plus vite avec cette personne-là pour immédiatement déléguer des choses qu'il t'intéresse de déléguer rapidement pour pouvoir avoir une bouffée d'oxygène. Mais je mets toujours un préalable à cette formation. Si la confiance n'est pas là, c'est-à-dire que si t'es pas quasiment certain que ça va fonctionner, ne fais pas ça. Mets d'abord ton système de management en place et ensuite tu feras ça. Clé numéro 8, je vais quand même le dire, ça c'est le levier du levier. Je t'ai expliqué que le meilleur levier c'est de déléguer, et pour déléguer, il faut faire du management. Mais peut-être que le management, ça t'intéresse pas et que t'as pas du tout envie de manager, que c'est pas ton truc, et je comprends parfaitement. Le levier du levier, c'est d'envisager de déléguer le management. C'est-à-dire que ça s'adresse plutôt à des dirigeants. Si tu penses que tu auras plus de valeur ajoutée en étant le visionnaire de l'entreprise et que tu veux que quelqu'un d'autre manage les gens en utilisant le levier dont je viens de parler, ce que tu peux faire, c'est de déléguer le management. On a une formation qui s'appelle Bras droit gagnant, BDG, qui est en fait en 2 parties. Une partie pour toi,
le chef d'entreprise, et une partie pour toi, ou le visionnaire, et une partie pour toi, le réalisateur. Typiquement, c'est des organisations de type, il y a un visionnaire qui fait le développement de l'entreprise au niveau de sa stratégie, au niveau de ses alliances stratégiques, au niveau de la culture d'entreprise, etc. Ça, c'est le rôle du visionnaire. Je veux que chez moi, on travaille comme ça. Je veux qu'on atteigne tel objectif. Je veux que notre entreprise soit retenue parce que elle a cette place-là sur le marché. Je vais faire une alliance avec tel partenaire. Je vais acheter telle entreprise, etc. Tout ça, c'est du visionnaire. Et pour ça, si tu veux être complètement dégagé et pour pouvoir faire ça, tu peux pas du tout être en même temps dans le quotidien de l'entreprise. Donc, pour ne plus être dans le quotidien de l'entreprise, il y a soit tu mets en place un système de management, soit tu te dis, mais non, j'ai même pas envie de mettre en place un système de management, je vais prendre quelqu'un dans mon équipe ou recruter quelqu'un qui va s'occuper de mettre en place le système de management et de le faire vivre. Cette personne-là, c'est un réalisateur. Moi, c'est comme ça que je travaille, par exemple, avec Adélie, que tu connais peut-être si tu écoutes les podcasts, mais que je travaille aussi dans toutes mes entreprises. C'est-à-dire que mon management de visionnaire, il ne s'exécute que sur mes réalisateurs, c'est-à-dire mes directeurs d'opération, mes intégrateurs, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est quelqu'un qui est chargé de s'assurer du quotidien. Évidemment, ça, c'est accessible si tu as des collaborateurs. Mais après, tu peux aussi te dire, la première personne que je vais recruter, je suis tout seul, c'est quelqu'un qui va faire l'exécution et qui ensuite fera le management. Et l'erreur qu'on fait quand on dit ça, c'est que on ne s'adresse pas à quelqu'un en lui disant qu'il va faire du management, on lui dit non mais toi tu vas gérer le quotidien. Non, le quotidien c'est du management. Sinon, cette personne-là, elle va essayer de tout faire, elle va pas utiliser la délégation qui est le levier ultime et ça fonctionnera pas. Bref. Clé numéro 9, atteindre la taille minimale critique. Bah oui, ça je le dis quand même parce que pour moi c'est un drame. Il y a beaucoup de gens qui se disent bah non, en fait, moi, je veux être tranquille en tant que chef d'entreprise, et donc je vais travailler tout seul. C'est ce que j'appelle un one-man show. En fait, ce genre d'entreprise a pas une espérance de vie très élevée, et surtout, elle construit pas quelque chose qui va travailler pour la personne, mais quelque chose où la personne va travailler à l'intérieur de son entreprise. Et il y a une citation que je dis souvent, c'est il faut pas travailler dans son entreprise, il faut travailler sur son entreprise. Quand tu es tout seul, tu es obligé de travailler à la fois dans ton entreprise et sur ton entreprise. Et puis il y a un tas de statistiques que tu peux trouver sur le web qui démontrent qu'une entreprise, tant qu'elle n'a pas atteint une certaine taille, eh bien elle a une espérance de vie qui est beaucoup plus réduite qu'une autre entreprise qui a atteint une certaine taille. Bref, j'ai étudié ça plein de fois. Il y a une espèce de taille minimale critique qui va te permettre de passer du one-man show à ce que j'appelle un smart business. Un smart business ou un business de poche, c'est un business qui est suffisamment grand pour que tu en sois indépendant, c'est-à-dire qu'il puisse fonctionner sans toi, mais pas suffisamment grand pour que tu sois obligé de mettre en place une structure extrêmement compliquée. Et c'est parfaitement acceptable. Hein. Moi, je respecte complètement les chefs d'entreprise qui ont décidé que leur boîte, elle ferait jamais plus de 8 ou 10 collaborateurs, parce qu'en fait, ça les ennuie, et qui préfèrent avoir un truc assez souple, etc., etc. Mais il faut atteindre cette taille. En général, ce que j'ai observé, c'est qu'avant 5 personnes, un business, il reste quand même un one-man show, et à partir de 5 personnes, il commence à devenir un smart business, voire ce que j'appelle une vraie entreprise. J'ai une formation qui est dédiée justement à l'accélération de ton business, si tu veux lui faire atteindre la taille critique minimale. Donc j'explique le concept, et puis j'explique les étapes pour réussir à faire ça. C'est très très pragmatique. On teste ton concept, ensuite on te fait modifier ton agenda, c'est-à-dire qu'on va te faire travailler, on va construire ton agenda un petit peu comme un organigramme, où toi tu ferais tout. Et puis en fonction de comment ça se passe, tu vas pouvoir recruter, etc. Donc la clé numéro 9, c'était atteindre la taille minimale critique. Donc voilà, c'était les 1, 2, 3, 4, 5 clés qui vont te permettre de te débloquer si tu as l'impression de ne pas pouvoir déléguer. Il y a un troisième sujet que j'ai pas mis dans cette catégorie, c'est ouais, mais en fait, moi, je peux pas déléguer parce que ils sont nuls. Alors, ça veut dire quoi, ils sont nuls? Bah, ça veut dire mes collaborateurs sont nuls. C'est notre troisième barrière.
Alors, c'est pas toujours exprimé comme ça, parce que j'ai une audience qui est assez polie et qui respecte ses collaborateurs, mais en vrai, quand on est tout seul, oui, il peut nous arriver de nous dire, mais c'est pas possible, ils sont nuls, je suis obligé de tout faire moi-même, blablabla, etc. Donc, c'est notre troisième barrière, ils sont nuls, et je vais te donner 1, 2, 3, 4, 5 clés pour faire tomber cette barrière. La clé numéro 10, c'est d'avoir un système de management qui trie les comportements. Je vais t'expliquer ça tout de suite après. La clé numéro 11, c'est d'avoir un système de progression motivant. La clé numéro 12, c'est d'avoir une culture orientée comportement. La clé numéro 13, c'est de prendre le pouvoir sur les recrutements. Et la clé numéro 14, elle est un peu spéciale. C'est quand tu te dis, il est nul, mais en parlant de ton boss. Parce qu'il faut quand même le dire, en France, c'est quand même ce qu'on entend le plus souvent, c'est en fait je réussis pas parce que mon boss est nul. Donc il fallait quand même que j'adresse ce sujet. Mais d'une manière générale, à part la clé numéro 14, et pas sûr d'ailleurs, en fait quand tu dis ils sont nuls, j'ai envie de dire un peu brutalement, bah c'est à toi qu'il faudrait t'en prendre. Parce que les gens sont pas nuls. Ça, c'est vraiment une conviction profonde. Les gens, bon, il y a des exceptions, et on va voir ce qu'on en fait des exceptions, mais dans une très grande majorité, tes collaborateurs, ils sont ce que tu en as fait. Donc, la clé numéro 10, c'est d'avoir un système de management qui trie les comportements. Dans le passé, quand le marché du travail était plutôt en faveur des salariés et pas tellement en faveur des entreprises, et puis qu'on avait des méthodes de management très très tournées vers la pression et la destruction. Je pense par exemple à quelqu'un comme Jack Welch. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait son équipe, et d'ailleurs c'est une méthode qu'il a institutionnalisée à l'époque chez General Electric. J'ai 10 personnes dans mon équipe, je les classe. En haut, il y a les très bons, et en bas, il y a les très nuls. Et donc, j'ai une espèce de courbe de Gauss, hein, j'ai environ 20% des gens qui sont très bons, 20% qui sont très nuls, et au milieu, j'ai 60% qui sont moyens, et que je vais essayer de pousser pour qu'ils deviennent très bons, ou bien m'en séparer. Et donc, ce que faisait Jack Welch, qui demandait chaque année à ses managers, c'était de virer 20% des effectifs, c'est-à-dire les plus nuls. Alors ça le faisait rire, parce qu'au début c'était super simple, dit-il, bah ouais, on sait tous, lui il est nul, facile, on va le virer. Et puis au fur et à mesure qu'on virait les gens, bah c'était de plus en plus dur, parce qu'on commençait à virer des bons, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte c'est que on n'est plus que des meilleurs. Bon, au-delà de l'aspect éthique de cette méthode qui me paraît pas, je dirais, super clean, qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer une mauvaise ambiance, ça va foutre en l'air la collaboration, c'est-à-dire que finalement les gens ils vont se tirer dans les pattes. Ah bah ouais, pour être bon en fait, puisqu'il y a un classement, t'as plutôt intérêt à écraser les autres et à les empêcher de remonter dans le classement, donc ça c'est plutôt moyen. Et puis il y a un autre aspect tout bête, c'est que le marché du travail il s'est un peu retourné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi j'en rencontre plus d'entreprises qui ont du mal à recruter que de candidats qui ont du mal à trouver un poste. Donc c'est pas terrible dans le marché actuel. Et puis en plus, je dirais une entreprise qui manage comme ça, est-ce que tu as vraiment envie d'aller y travailler? Je suis pas sûr. Donc moi je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut zoomer. En résumé, là ce qu'on faisait, c'est que on éliminait les gens qui étaient néfastes pour l'entreprise. Et on encourageait les gens qui étaient bons pour l'entreprise. Moi je zoome un peu. Et quand je zoome sur une personne, je vois qu'elle est faite, entre guillemets, de comportement. C'est-à-dire que je la vois agir et je peux trier ses comportements. Dire, ça c'est un comportement positif, je vais le renforcer. Ça c'est un comportement négatif, je vais le décourager. Et plutôt que de juger la personne, je vais juger ses comportements. Et plutôt que de trier les personnes, je vais trier les comportements. Et donc, je vais travailler sur les comportements plutôt que sur les personnes. Évidemment, ça passera par une interaction avec les personnes. Et tout ce que je vais te dire maintenant pour faire tomber cette barrière, c'est que ce qui est important, c'est pas les gens, c'est leur comportement. Donc, la clé
numéro 10, c'est d'avoir un système de management qui trie les comportements. C'est le système qu'on utilise dans LME, le manager essentiel. C'est-à-dire que il y a un chapitre qui est consacré au feedback, qui est absolument crucial, où on apprend à interagir avec nos collaborateurs pour leur faire modifier leur comportement. Et à nouveau, c'est pas du pipeau, c'est pas un truc communication non violente, machin bidule, c'est un truc avec des étapes et on va apprendre petit à petit comment on peut modifier le comportement d'une personne en accord avec elle et dans une démarche de progrès. Ça, le feedback, c'est ce qu'on fait tous les jours, quasiment avec nos collaborateurs quand on est un manager. Ou en tout cas toutes les semaines, puisque le rythme du management, c'est la semaine. Il y a un autre rythme qui est super important, c'est le rythme des entretiens d'évaluation dans une entreprise. Dans ta boîte, aujourd'hui, il y a des entretiens d'évaluation au moins une fois par an. Et en fait, ces entretiens d'évaluation, dans une très grande majorité des cas, ils sont très mal foutus. Ça passe un peu pour un espèce de tribunal, en tout cas une épreuve pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai développé une méthode spécifique pour ces entretiens d'évaluation, que j'ai d'ailleurs renommé entretien de progrès. Pourquoi ? Parce que cet entretien, il va être à nouveau l'occasion d'agir sur le comportement de ton collaborateur, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que le feedback, tu agis tous les jours ou toutes les semaines. L'entretien de progrès, tu vas agir tous les 90 jours, tous les 180 jours ou tous les 365 jours, ça dépend de la fréquence que tu utiliseras, mais tu vas le mettre dans une démarche de progrès. C'est-à-dire qu'ici, on se contente de jouer sur son comportement là dans l'immédiat. Ici, on a une optique beaucoup plus large en termes de compétences, en termes de carrière, en termes d'évolution. Et donc, tu vas en faire quelque chose de très motivant pour ton collaborateur, parce qu'en fait, il va se rendre compte que dans ton entreprise ou dans ton équipe, il peut évoluer. Et comme il y aura cette relation entre le feedback et l'entretien de progrès, ce sera beaucoup plus simple de lui faire son entretien de progrès, puisque tu lui auras déjà fait les feedbacks. C'est ça que j'appelle un système de management cohérent. Donc là, il y a deux formations, le manager essentiel et entretien de progrès. C'était la clé numéro 10. La clé numéro 11, c'est d'avoir un système de progression motivant. Donc je viens d'en parler, c'est quoi un système de progression motivant ? C'est quelque chose qui fait que la personne, quand elle est chez toi, elle se sent progresser. Il y a une grave erreur qu'on fait en management, je l'ai déjà dit, c'est essayer de faciliter la tâche, de simplifier la tâche à nos collaborateurs. Il n'y a personne qui est motivé par la simplification de sa tâche. Au contraire, les gens sont motivés par le fait d'être capables de faire des tâches complexes de mieux en mieux. Donc si tu veux motiver tes collaborateurs, arrête de simplifier leur travail, permets-leur plutôt d'accéder à des compétences ou à des manières de travailler qui vont leur permettre de gérer des tâches plus complexes. Tu vas les garder plus longtemps, tu auras des collaborateurs à meilleure valeur ajoutée. C'est la clé numéro 11 et la formation qui correspond, c'est entretien de progrès. Clé numéro 12, avoir une culture orientée comportement. Bah oui, c'est logique avec le reste. C'est quoi une culture d'entreprise ? Alors déjà, il faut distinguer la notion de culture prétendue ou culture communiquée et culture réelle. La culture prétendue ou communiquée de ton entreprise, c'est tout ce qu'on met sur les posters, sur les sites web, dans les plaquettes, etc., où on dit « nous sommes une entreprise responsable qui est éthique, qui s'appuie sur l'intelligence collective pour rendre le monde meilleur ». Voilà, ça c'est une culture prétendue, et ce qui peut arriver de pire dans ton équipe ou dans ton entreprise, c'est que la culture réelle ne corresponde pas à cette culture prétendue. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir des collaborateurs aigris qui vont bien se rendre compte qu'en fait ça se passe pas du tout comme on le dit dans les plaquettes, etc. Quand tu vas recruter, tu vas peut-être réussir à attirer des gens avec des belles plaquettes, mais dès qu'ils vont arriver dans l'entreprise, ils vont avoir un écart entre l'expérience qu'on leur a promise et l'expérience vécue, et tu vas avoir ce que j'appelle un rebond, c'est-à-dire le mec, il arrive, il se rend compte que c'est pas comme on lui dit, et il repart. Et donc, la seule manière d'avoir une culture, je dirais, efficace en termes de management, eh bien, c'est que la culture que tu communiques à l'extérieur et la culture réelle dans ton entreprise soit alignée, ou en tout cas, que tu puisses dire à tes collaborateurs, en fait, la culture qu'on communique, c'est la culture idéale, c'est vraiment vers ça qu'on voudrait tendre. On n'y est pas tout à fait aujourd'hui, on en est là. Mais c'est-à-dire que très précisément,
tu puisses identifier ce que c'est que ta culture. Le problème, c'est que, et toute la question est là, c'est comment on définit une culture. Est-ce que c'est par des mots, des impressions, etc. Moi, j'estime que non. Moi, j'estime que ça marche pas. Comment on identifie une culture? La culture, c'est la somme des comportements. On revient toujours à ce sujet de comportement. Ce que font les gens dans ton entreprise, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qui est vécu par les autres personnes. Et donc, la culture, c'est la somme des comportements. Et donc, si tu veux construire une culture orientée comportement, je te conseille ma formation, qui est assez courte, mais qui est, je pense, une formation fondamentale, qui s'appelle CTC, Crée ta culture. Dans cette formation, on va vraiment partir de ce qui se passe dans ta boîte et trouver des leviers très efficaces pour le changer. Clé numéro 13, prendre le pouvoir sur les recrutements. Bah oui, je te le dis quand même, mais si tu as des gens nuls dans ta boîte, c'est peut-être parce que tu n'as pas su bien les recruter. C'est toujours plus simple en management de recruter des gens qui seront faciles à manager. Donc si tu as cette chance de pouvoir prendre le pouvoir sur le recrutement, fais-le. On a une méthode qui s'appelle recruteur d'élite. Alors c'est vraiment une méthode qui va t'apprendre à t'approprier le recrutement. C'est-à-dire prendre le contrôle sur le recrutement plutôt que le laisser aux professionnels. Bien sûr, tu vas utiliser des professionnels, mais tu vas le faire selon ta méthode. Et là, je vais vraiment te donner une méthode que j'appelle scientifique, c'est-à-dire qu'elle aura un coût moins élevé que les méthodes que tu utilises actuellement, et surtout, elle sera plus efficace. C'est-à-dire que si tu n'as pas de méthode, un bon recrutement, c'est quasiment une chance sur deux. Si tu as une méthode, c'est du 80, voire du 90%. Et donc, dans cette formation, je t'explique exactement comment faire avec un processus complet. Ça te permet, toi, déjà d'avoir un processus, mais ça te permet aussi de déléguer à tes collaborateurs le recrutement si tu en as envie. C'est, pour moi, un des meilleurs investissements que tu puisses faire parce que un mauvais recrutement, c'est un coût caché monstrueux. Je vais pas te le détailler là. Si tu vas dans le descriptif de la formation RDE, je te détaille le coût caché. Clé numéro 14, elle est un peu spéciale, celle-là, ils sont nuls, mais surtout mon boss. En fait, j'y arrive pas parce que mon boss est nul. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Non, je peux pas parce que mon manager est pas bon. Je dis donc là, il y a deux solutions. C'est soit tu t'en vas parce que tu peux pas continuer à être dans une boîte où t'es pas satisfait, ou soit tu essayes d'agir sur les choses. Et ce que je veux dire, c'est que tu peux absolument agir sur les choses. C'est-à-dire que pour changer, on n'a pas besoin d'être deux. C'est-à-dire que si tu as les bons outils d'influence du comportement, tu vas pouvoir faire évoluer ton boss. Et pour ça, j'ai créé une formation qui s'appelle MTM, Manage ton manager, prends le pouvoir sur la relation pour la rendre productive. Et ce qu'on va faire dans cette formation, c'est qu'on va analyser complètement ton boss, c'est-à-dire je vais donner des outils d'analyse, et on va voir comment tu vas pouvoir agir sur lui en fonction de son profil. Donc tu vas avoir une matrice qui va te permettre, en fonction de ton profil disque et du profil disque de ton boss, les interdits, c'est-à-dire les trucs à pas faire, les choses que tu peux faire, le moyen de prendre le pouvoir, etc., etc. Et ça peut être complètement game changer, et ça t'évitera justement de te dire, en fait, finalement, je peux rien faire, ma barrière, c'est mon boss. Voilà, ça fait 48 minutes, on est à la 3e barrière, il en reste 4, donc je pense qu'on va arrêter là pour cet épisode, et on reprendra dans un épisode précédent. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outils du Manager. Pour accéder à la promotion en cours sur le catalogue de formation d'Outils du Manager, clique sur le lien dans la description de cet épisode.